là, en tout cas, on démarre. Bienvenue. Moi, je suis très heureux d'être là, même en virtuel. Je me présente rapidement. En fait, je m'appelle Mathieu. Je manage l'activité cloud chez Oracle OCI pour tous les clients qui sont des secteurs de la distribution, du manufacturing et du CPG. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. En tout cas, je suis très content qu'on soit partenaire de l'événement parce que le cloud, c'est mon quotidien. Et puis par ailleurs, j'habite à Lille, donc je suis content qu'il y ait des événements autour du cloud dans le Nord. Eric, je te passe la main parce que c'est surtout toi, je pense que les gens ont envie d'entendre. Peut-être tu Oui, peux te présenter déjà pour démarrer. oui, encore bonjour à tous et à toutes. Très content de participer à l'événement et de présenter ce que Carrefour a pu faire dans le cloud, dans sa migration de ses applications et de ses data centers. Euh, Mon rôle aujourd'hui à Carrefour, c'est Chief Architect Infrastructure Réseau et Sécurité. Et depuis le début de l'histoire du cloud dans Carrefour, je travaille à la transformation des architectures pour aller vers la cible cloud qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est depuis 5 ans des évolutions et de nos architectures et aussi de nos organisations, parce que le cloud, c'est aussi une transformation en termes d'organisation de la DSI. Yes. Alors, tout le monde connaît Carrefour, mais tu peux peut-être rappeler les grands chiffres pour montrer un peu Ah, l'ampleur de ce qu'est Carrefour, mm, particulièrement en France très bien. Alors, je passe aujourd'hui. sur mon slide, du coup, là, je vois plus l'écran, mais Ah oui, alors euh, juste une précision. Comme Eric ne voit pas les questions en direct, ce qu'on a prévu de faire, c'est d'essayer de tenir sur 3 quarts d'heure pour pouvoir avoir un échange questions-réponses plutôt à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, moi j'essaierai de les noter au fur et à mesure et on demandera à Eric de répondre à la fin dans ce cas-là. voilà, donc là, j'ai repris trois grands chiffres de nos magasins. Donc, le magasin de proximité, 3 959. Des markets en France, c'est 1 111 magasins et des hypermarchés, 248. Et pour 1 400 collaborateurs qui travaillent à la DSI. Mais je voudrais insister aussi sur le fait que Carrefour, c'est donc ces magasins, mais c'est aussi aujourd'hui la transition alimentaire qui guide aussi nos choix. On avait juste avant une conférence sur la biodiversité. C'est aussi un élément important qu'on prend en compte. Donc aujourd'hui, la transition alimentaire a été écrite dans la raison d'être de Carrefour. Donc on est vraiment conscient de l'impact que peut avoir les Carrefour dans la vie de nos clients. Et donc c'est un axe important et qui fait transformer aussi nos architectures pour répondre à ces besoins. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu peux passer en mode présentation, Eric, mais je sais que quelqu'un nous fait la demande en slide Ok, pleine page. très bien. Donc merci pour la présentation de Carrefour. Moi je suis très content en fait qu'on puisse avoir un retour d'expérience de Carrefour parce que parmi les clients que je connais, je pense que vous êtes un de ceux qui est le plus avancé, qui avait le plus de recul en fait sur les différentes stratégies cloud, qu'elles soient privées ou publiques. Est-ce que tu peux nous faire un petit état là, des lieux de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ça veut dire quoi le cloud chez Carrefour? Qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, le cloud chez Carrefour, c'est aujourd'hui, bon, on a trois cloud providers, hein, Azure, Oracle et Google, avec un partenariat fort hein, signé avec Google, et avec adossé dessus un programme Move to Cloud. Pour donner des chiffres aussi de l'IT, c'est 30 millions d'appels sur nos API publics par mois, de la blockchain pour la traçabilité alimentaire au service de nos clients, le big data qui a été transféré dans le cloud avec 800 téraoctets de données disponibles, c'est 16 500 commits par mois, 1 milliard d'échanges de données entre nos systèmes par mois et plus de 1000 attaques par mois déjouées sur Carrefour FR. Donc, un grand programme qui était le replatforming de notre site e-commerce Vision Omnicanal. Donc, on se rend compte que c'est beaucoup de diversité, beaucoup de domaines différents et beaucoup d'activités. Oui, Et, effectivement. et, Vas-y, et ouais. je signale, parce que j'ai mis, on a aujourd'hui ouvert un compte Twitter, carrefourit.fr, où on veut échanger justement avec le plus grand nombre, notre expérience et tout ce qu'on a pu mettre en place autour du cloud et de cette transformation digitale. Alors, on me demande en live si les slides seront dispo par la suite. Je pense que oui. Hein. En plus, je pense que la Oui, session est ouais. enregistrée pour être diffusée Ouais. après.
Donc la réponse est oui. Alors, toi, tu nous expliquais que ça fait 5 ans là, que tu travailles chez Carrefour sur cette trajectoire pour en arriver là. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelles ont été les grandes étapes et la raison pour laquelle vous avez évolué d'étape en étape? Oui. Donc, en fait, voilà un peu la roadmap de notre évolution. Donc, en 2016, on a identifié un besoin, surtout au niveau de l'innovation, hein, d'accélération de time to market, donc être en capacité de pouvoir livrer à nos clients des environnements rapidement et à la demande. Euh, donc, on s'est dit que la possibilité qui était aujourd'hui, nous offrait le cloud aujourd'hui, pouvait nous permettre de répondre à ce besoin de time to market. Et comme je l'ai expliqué, le cloud, c'est aussi une transformation des habitudes de fonctionnement de l'entreprise. Donc, on a décidé de commencer par un cloud privé pour faire un peu d'acculturation de nos clients, montrer ce qu'était l'infrastructure as code, ce qu'était le cloud, ce qu'étaient les services qu'on pouvait avoir, l'agilité qu'offrait le cloud. Et donc, on a construit un cloud privé à base d'OpenStack et d'OVH. Et en parallèle, puisqu'on parlait d'infrastructure as code, il nous fallait un outil pour pouvoir déployer ces infrastructures et obtenir l'agilité qu'on espérait avoir à travers le cloud. Donc, on a en parallèle, en utilisant cette plateforme, euh, déployé notre usine de déploiement et d'intégration et de déploiement continu pour automatiser ces déploiements sur ce cloud privé. Donc ça, c'était une première étape, c'est-à-dire de donner en fait les outils pour que, en interne, on puisse commencer à appréhender ce que voulait dire l'infrastructure as code, en fait, qui est le propre du cloud. Donc on a créé le deuxième axe, c'était aller dans le cloud, c'est une chose. Aujourd'hui, on a dans comment dire au fil de nos architectures un principe qui est la sécurité. Donc on prend toujours en compte dans tout ce qu'on fait notre sécurité parce que on a des données, on a nos données clients, on se doit de les protéger. Et donc la deuxième question a été bon, si nous allons dans le cloud, comment on peut sécuriser ce cloud? Donc, on a créé ce qu'on appelait un VPod, hein, un Virtual Pod Delivery, qui gère l'airbag sur le cloud et qui gère tout ce qui est sécurité réseau. Donc la deuxième étape, c'était de mettre en place une brique qui nous permettrait d'aller dans le cloud de façon sécurisée et organisée quelque part, puisque quelque part on organisait aussi la façon dont on allait déposer nos applicatifs sur le cloud. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et quand on a eu enfin la culture en interne de l'infrastructure as code, du CI/CD, de l'agilité, parce que sur ces principes, on a aussi mis les principes d'agilité, on a pu lancer un premier grand programme qui était le replatforming de notre site e-commerce. Donc on était sur un hébergement on-premise, même si on était dans des technologies web, et on a refait un replatforming complet pour aller vers l'utilisation plus poussée du cloud. Bon, une plateforme e-commerce était à peu près la cible idéale parce que on n'a pas des éléments qui pourraient être bloquants au départ sur le cloud, hein, puisqu'on reste sur des trucs assez standards et qui correspondent au cloud. Donc, on a commencé à déployer notre site e-commerce. C'était un gros programme. Et suite à ça, en ayant la maîtrise de tous ces éléments du cloud, on s'est dit, on pourrait maintenant, on est en capacité de déplacer d'autres éléments de notre architecture dans le cloud. Il y avait déjà des éléments qui avaient une adhérence forte avec les sites e-commerce qu'on voulait rapprocher. C'est un premier motif. Mais de façon plus globale, on a appréhendé en fait ce que nous donne la capacité du cloud. Et donc on a signé un partenariat avec Google Cloud parce qu'il allait dans le sens de ce qu'on voulait faire en termes de transformation digitale. Donc la première étape, c'était de migrer dans notre cloud le big data, parce que c'était un élément sur lequel on voulait travailler, parce que comme j'ai expliqué, le client est au centre de nos préoccupations, et pour mieux comprendre comment répondre aux besoins de nos clients, c'est à travers nos data qu'on pouvait analyser et en tirer des principes pour aller plus loin pour répondre aux besoins clients. Donc ça, c'était une étape importante et ça a été fait en partenariat avec Google, d'où la création du lab Carrefour Google, hein, pour justement le traitement de la donnée avec des data scientists et pouvoir analyser ces données, puisqu'on a quand même un volume de données important
par rapport au nombre de clients qui vont dans nos magasins et sur le site e-commerce également. Et du coup, sur cette période-là, excuse-moi, je te coupe, Oui. vous avez fait une transition finalement d'une stratégie qui était plutôt orientée cloud privé vers une stratégie plutôt orientée cloud public. Il y a des raisons particulières à ça? C'est parce que sur la partie cloud privé, on gérait notre OpenStack, on gérait nos infrastructures, on avait les infrastructures ouvertes derrière, donc on n'était pas dans ce qu'on peut attendre d'un cloud qui est quand même d'avoir une infrastructure managée. Parce que l'agilité qu'on attend du cloud par rapport à l'infrastructure managée, c'est de faire abstraction un peu de ces couches d'infrastructure de matériel pour se concentrer justement sur la valeur client qui est ce qu'on va mettre dans nos développements. Donc, je dirais le cloud privé, ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier, de créer notre produit de CI/CD, de créer le VPod, de l'expérimenter sur cette plateforme pour après aller le déposer dans du cloud public. Donc c'était vraiment le cloud privé, c'était pour commencer à appréhender ces concepts, surtout d'infrastructure as code, de CI/CD et autres, sur l'innovation. Parce que comme on dit, on a un legacy qui est assez important et il nous fallait quand même se rassurer et créer, comme j'ai dit, cette couche de sécurité avant d'aller se lancer dans du cloud, puisque c'était à l'époque un des éléments de crainte des gens qui allaient dans le cloud. C'est vrai qu'on peut rapidement créer une VM, mettre une IP publique et exposer son système d'information à travers une simple VM dans le cloud. Donc, il fallait sécuriser cet aspect-là par rapport au volume de projets, par rapport au nombre de produits qu'on voulait déplacer dans le cloud. On avait en responsabilité de créer un espace qui soit sécurisé. C'est pour ça qu'on n'est pas allé tout de suite dans le cloud public. On avait quelques applications. On n'est pas allé tout de suite dans le cloud public par rapport à ces problématiques-là. Okay. Donc c'était une évolution. Donc on a appris avec ce cloud privé. On a fait de l'idéation, on a fait design thinking. On avait un site qui permettait aux gens de provisionner des espaces, de provisionner des VM à la demande. Donc tous ces concepts-là, qui n'était pas quelque chose qui était habituel dans le monde du legacy infogéré. Mm-hmm. Ok, donc je t'ai coupé, tu étais à la création du Lab Carrefour. Donc on a créé un Lab Carrefour, donc qui était basé Big Data, intelligence artificielle et data scientist pour travailler sur notre donnée et pour voir comment on pourrait l'exploiter au mieux. Pour comprendre justement la transformation que vivait Carrefour et comment nos clients aujourd'hui avaient changé leur habitude de consommation. Donc, fort de cette expérience, en 2019, on a décidé de lancer un programme Move to Cloud, donc qui est le programme de migrer nos environnements legacy dans le cloud, pour profiter de cette agilité, pour profiter de tout ce qu'on avait fait, pour profiter de l'automatisation aussi, qui était la plus difficile à faire sur nos environnements legacy. Ok. Et la question, je pense qu'on l'avait prévue, elle tombe en même temps dans le chat. C'est quoi le but, du coup là, tu viens de parler d'agilité, etc. Mais il y a des éléments de stratégie zéro data center à un terme chez Carrefour. Pourquoi avoir décidé, en fait, finalement, ce programme Move to Cloud beaucoup plus global? Oui, c'est pour alléger, comme je l'ai expliqué, hein, c'est la partie cloud, je dirais, partie managée. Ça allège considérablement la charge de gestion, parce que dans les data centers traditionnels, on doit gérer l'obsolescence du matériel, on doit gérer l'obsolescence du réseau, on doit gérer plein de choses qui sont consommateurs d'énergie. Et tous ces éléments-là, dans le cloud, on les a plus aujourd'hui. Quand on veut la scalabilité et autres fournitures d'équipements, c'est géré par le cloud provider. Donc toute cette partie-là, qui avait une charge importante, l'effort, il est reversé vers l'application et le besoin client. Donc, c'est vraiment et puis l'agilité, puisque quand on arrive à faire de l'infrastructure as code dans le cloud, quel que soit le mode de consommation, que ce soit du PaaS, du IaaS, du CaaS et autres, on arrive quand même à gagner en agilité, en facilité de livraison sur nos applicatifs. Donc, c'est cette agilité, cette rapidité, comme je dis, c'est le time to market qui nous a poussé à aller dans le cloud. Alors, si on zoome un peu là sur ce programme Move to Cloud un peu plus global, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé
jusque-là, jusqu'à aujourd'hui? Ouais, très bien. Donc là, on avait déjà, comme on dit, on a quand même idée de petit à petit, c'est de désengager nos data centers on-premise legacy pour aller de plus en plus dans le cloud, tant que c'est possible. Hein. C'est très bien qu'il y a certains éléments où ce sera plus compliqué. Mais donc, comme je l'expliquais, par rapport au move de site Carrefour FR, on avait quelques applications qui étaient encore restées dans le data center où était hébergée l'application, qui avaient de fortes adhérences. Donc, on a commencé par finir, on va dire, le décommissionnement de ce data center. Et on a ramené quelques applications qui étaient on-premise sur le cloud. Donc, on les a en plus rapprochées en les positionnant dans notre vPod. Ensuite, bon, le cloud privé n'avait plus d'utilité parce que maintenant on avait une plateforme sûre et stabilisée. Donc il y avait quand même un gros volume d'applications qui étaient aussi dans notre cloud privé. On a vers le cloud public, là c'était plus naturel puisque ces applications étaient déjà en as code, étaient déjà dans ce qu'on peut attendre d'une application dans le cloud. Donc ça a été une deuxième étape. Ensuite, on a une création des départements FinOps, donc ça c'est un élément important parce que on s'est rendu compte qu'après les modes de consommation du cloud et les subtilités des cloud providers permettaient de faire des économies conséquentes. Et on a adossé au FinOps, qu'on avait une conférence tout à l'heure sur ça, toute la partie éco-responsabilité, quelque part. Parce en déployant des économies, on s'est rendu compte aussi qu'on agissait sur notre consommation d'infrastructures de façon globale. Hein. Je vais prendre un exemple. Le fait d'arrêter des VM non utilisées le week-end, la nuit, et même la journée sur nos environnements, on se rend compte que ça apporte des économies importantes et en même temps, ça joue sur l'éco-responsabilité puisque dans ce cas-là, même si les serveurs sont allumés, on consomme moins d'énergie quand on arrête nos machines. Donc on a lié le FinOps avec ce qu'on a appelé à Carrefour l'écotech. Hein. Donc on a un engagement fort aussi sur notre responsabilité en termes de biodiversité et de respect de l'environnement. Donc ce département de FinOps, on l'a créé dans ces deux fonctions, on va dire. Optimiser nos coûts, donc analyser toutes les possibilités d'économie que nous offraient les providers, soit de contractuels, soit de façon comment dire, publique. Et ce qui nous a permis après de pouvoir optimiser notre move d'application legacy dans le cloud. Et alors là, on passe d'espace colocalisé. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur la notion de colocaliser, en fait. Parce que quand on bouge des applications legacy, on amène l'environnement legacy avec. Donc là, on va parler, par exemple, d'Oracle. On avait donc des applications legacy avec des bases de données Oracle. La solution qu'on avait aujourd'hui, c'était soit de laisser nos bases Oracle dans le legacy et de migrer les workloads dans le cloud. Mais en termes de latence réseau, de façon raisonnable, ça ne pouvait pas fonctionner. Et on s'est rendu compte qu'en fait, se créait autour de la sphère du cloud des espaces colocalisés. Alors, qu'est-ce que des espaces colocalisés? C'est des data centers où les différents cloud providers ont positionné leur offre. Donc, nous, on va prendre le cas aujourd'hui où on est positionné à Francfort. À Francfort, vous avez vu qu'on utilise aujourd'hui Azure, Oracle et OCI. Tous les trois sont présents. Avec un fournisseur de réseau aujourd'hui, qui s'appelle, pour nous, qui s'appelle sur le cas de Francfort, qui s'appelle Equinix, et qui nous fait l'interconnexion entre ces différents cloud providers. Donc, il faut voir qu'en termes de réseau, en fait, on est presque comme si on était dans un data center local, puisque le réseau lui-même est géré par un partenaire qui fait l'interconnexion entre les différents cloud providers. Et ça nous a permis de pouvoir déplacer une quantité importante d'applications legacy, puisqu'on avait les meilleures offres de chaque cloud provider qui étaient colocalisées avec un réseau où en fait on a aujourd'hui un firewall de service qui nous fait l'interconnexion avec des latences qui sont entre 2 et 4 millisecondes, donc, qui sont acceptables pour avoir des workloads qui sont un peu distribués. Donc ça, le colocalisé, c'était un élément important de notre migration parce que ça nous a ouvert des portes intéressantes et notamment de pouvoir travailler avec Oracle sur toutes nos bases de données. Donc ça a été une facilité. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui,
Comme j'expliquais, on avait un partenariat fort avec Google. Donc, aujourd'hui, on a su distribuer nos workloads sur GCP, sur un cloud dit privé, hein. Donc, on a utilisé l'offre GCVE de Google. Et donc, nos VM qui sont dans cette offre GCVE travaillent avec des bases qui sont aujourd'hui positionnées sur Oracle et sans problématique de latence rencontrée sur tous les workloads qu'on a pu bouger. Donc voilà Alors, Oui. non, vas-y. Non. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est un sujet, bouger des applications legacy dans le cloud qui inquiète pas mal d'entreprises. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Et en plus, les bouger en multi-cloud comme ça, ça inquiète encore plus. Vous avez basculé quel type d'application, en fait surtout du transactionnel, surtout du décisionnel, il y a différentes sortes. Non, on a bougé différents, tout ce que tu as pu évoquer là, décisionnel. On a bougé des CRM, on avait des logiciels en développement interne. Il y avait différents types d'applications. On n'a pas Aujourd'hui, on est en phase de vider deux data centers sur lesquels on avait contractualisé. Donc, on a tout type d'applications. On a des applications. Donc, on a beaucoup des applications JBoss, par exemple. On a du CRM. Donc, on a des internes, on a des workloads, on a différents éléments. Après, ce qu'on a fait, c'est que on a accéléré la migration vers le cloud. Comme je l'ai expliqué, on a utilisé GCVE. Donc, quelque part, on a fait du VMware vers VMware. Donc, et après, on a déporté notre base Oracle dans OCI. Mais fondamentalement, mis à part le fait, comme j'expliquais, on gagne en élasticité, et puis on verra après ce que nous a apporté Oracle, c'était un peu transparent. Surtout parce que la problématique de cette migration des data centers, c'est tout ce qui est exposition, adresse IP, flux. On a vu tout à l'heure, on a des échanges importants. Et donc, on a pu utiliser des technologies VMware comme HCX et Mon qui nous ont permis de conserver dans notre migration les adresses IP. Et ça, c'était un élément essentiel. Parce que si on avait dû changer toutes nos IP dans la migration, on n'aurait pas pu aller aussi vite que ce qu'on a pu le faire dans cette migration. Donc ça, c'est un élément important d'avoir en colocalisé une offre VMware qui est présente d'ailleurs sur tous les cloud providers aujourd'hui. On a un partenariat avec Google, donc on a pris l'offre Google qui fonctionne, qui a très bien fonctionné par rapport à nos attentes. Et donc ces deux technologies, HCX et Mon, qui nous ont permis de migrer avec une douleur moindre. On a souffert un peu parce que il y a les gateways qui sont à un moment dans le data center qui doivent basculer vers GCE. Donc tant que la bascule complète n'est pas faite, on a des problématiques réseau si on n'a pas bougé tous les workloads en même temps. Mais ça nous a quand même donné une facilité de migration importante et de pouvoir à un rythme conséquent migrer nos data centers. Donc on a fait de la transformation. On n'a pas tout fait comme ça non plus, hein. Attention, hein. On a fait de la transformation. Quand c'était possible, on a fait de la transformation. Il y a beaucoup d'applications qui ont été posées dans le cloud aussi. Mais quand la transformation n'était pas possible tout de suite dans le temps qui était imparti, on a choisi cette solution. Donc on avait tous les avantages du cloud, les avantages que nous offrait VMware et l'avantage du co-localisé où on pouvait utiliser les services des différents cloud providers à bon escient, je dirais. Là où ils étaient le plus pertinents. Oui. Derrière ça, j'en profite parce que je pense que c'est assez en rapport avec les choix que vous avez faits. On a une question qui est sur l'orientation des choix. Est-ce qu'ils ont été plutôt SaaS, plutôt PaaS, plutôt IaaS Nous, on a fait un arbre de décision par rapport au provider et par rapport à choix-là. Ce qu'on dit, nous, c'est SaaS, PaaS, CaaS, IaaS. Et fonction, on n'est pas encore à la fonction as a service, mais c'est vrai que quand on a une offre SaaS, c'est encore par rapport à l'objectif que j'expliquais tout à l'heure d'alléger la charge que représentent les infrastructures pour aller vers quelque chose de plus managé et se concentrer sur la valeur client de nos solutions. Le SaaS, je dirais, c'est l'idéal dans ce concept-là. C'est pour ça qu'on est bien en mode SaaS, PaaS, CaaS, IaaS, et
On est en train de voir pour passer sur de la fonction as a service. Et après, bon, mais comme j'ai expliqué, une partie encore GCVE, donc VMware, pour supporter les workloads qui étaient encore à transformer. Ok. Et donc, tu le disais, vous étiez parti dans une trajectoire avec un partenariat fort Google. On est intervenu, nous, dans un deuxième temps avec vous là-dessus. Une des raisons à ça, c'était justement de pouvoir faire du PaaS autour des applications qui consomment de l'Oracle sans transformation, ou il y avait d'autres raisons? Euh, pour faire du pass, alors, si on parle du pass Oracle, on va échanger parce que on a une vision du pass qu'on peut avoir chez, chez les autres cloud providers, que ce soit Azure ou GCP, où c'est un pass qui est assez fermé, hein, puisqu'on consomme du pass avec la possibilité de bouger quelques paramètres, mais ça reste quand même assez une boîte noire. Ce que vous appelez du pass Oracle, en fait, c'est comme quelque chose de plus ouvert. C'est pour ça qu'il faut le signaler, on a accès à la machine, en fait. En termes de paramétrage et de tuning de la machine, on n'est pas vraiment dans ce qu'on pourrait voir le pass quand on regarde les autres cloud providers. Donc, c'est quand même un pass plus ouvert. Ouais, c'est pas de la boîte noire, effectivement. Voilà, c'est pas la boîte. Je dirais la vraie offre, quand je vais dire la vraie, mais bon, l'offre pass Oracle aujourd'hui, c'est Autonomous. Ce qui est l'équivalent de ce qu'on pourrait retrouver dans du pass chez vos confrères, ce serait Autonomous. Là, c'est un pass, c'est entre le YAS et le pass. Ce qui est intéressant, puisque nous, on avait justement des complexités à gérer sur cette partie-là, parce qu'on a des outils qui permettent de chiffrer la donnée et autres, qui ne sont pas compatibles aujourd'hui, qui sur aucun pass aujourd'hui, on pourrait poser nos outils qui permettent de chiffrer la donnée. Là, on a pu le faire. Donc, c'est une ouverture qui permet d'aller déposer des outils et des produits qu'on ne pourrait pas mettre sur du pass classique. Quand je dis classique, c'est vu côté autre cloud provider. Donc ça, c'était intéressant de la façon de travailler. Donc c'est vrai que vous nous livrez quelque chose de packagé et on peut aller derrière intervenir. Donc je fais bien la distinction entre ce qui est nommé pass, qui pour moi n'est pas comparable avec le pass des autres cloud providers. Mais c'est vrai que le pass aujourd'hui, c'est toujours le même principe. Hein. Le cloud, de toute façon, c'est pour aller vers quelque chose de managé et se concentrer, comme je dis toujours, hein, sur la valeur qu'on peut amener, sur le développement, sur ce qu'on va amener aux clients et pas plus se préoccuper de ces couches d'infrastructure qui sont des fois sont lourdes et consommatrices d'énergie. Ok, compris. Et donc après, donc, tu le montres dans ton slide, finalement, en fait, ce qui s'est passé aussi entre nous, c'est que on a changé fondamentalement le modèle contractuel. Donc en fait, pour expliquer rapidement à tout le monde, hein, on a cassé les contrats en prémisse historiques qui pouvaient exister depuis longtemps entre Carrefour et Oracle, pour passer sur un vrai mode consommation cloud, en fait, complètement agile. Et alors raconte-nous un petit peu depuis. Donc ça, c'est quelque chose qui a été décidé ensemble en Ouais. novembre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, du coup? Eh ben, ce qui s'est passé, tu l'as expliqué, on a choisi de basculer, donc on a choisi de basculer donc, toutes nos bases dans le Cloud Oracle et de passer donc, sur de la consommation d'Universal Credit. Donc aujourd'hui, les contrats qu'on pouvait avoir qui étaient assez contraignants et enfermants sur la maintenance sur nos licences, aujourd'hui, on a une complète liberté de choisir de consommer ou pas, de choisir nos options, puisqu'on sait que dans ce que vous offrez, on peut choisir différentes options en termes de services. Mais on a gagné en souplesse, puisqu'on n'a plus maintenant cette contrainte contractuelle et tout ce qui pouvait aller derrière pour aller vers quelque chose de plus agile. Donc là, on peut gérer finement nos coûts sur Oracle, alors que dans les contrats qu'on avait jusqu'à présent, eh bien, c'était écrit et on n'avait pas le choix de la façon de moduler en fait comment on pouvait consommer de l'Oracle. Aujourd'hui, on a le choix de consommer des bases Oracle comme on l'entend. Donc c'est une liberté et ça permet d'avoir des échanges un peu plus
plus simple, on va dire, avec Oracle et Carrefour, puisque on n'est plus dans un cadre contractuel, on est juste en consommation d'Universal Credit qu'on choisit en fait. Ok. Et d'ailleurs, j'allais te poser la question sur les quelques mois qui viennent de passer ensemble dans cette migration vers le cloud. Quelles sont les principales leçons apprises? Et éventuellement, qu'est-ce que vous avez changé déjà dans la manière de faire depuis un peu moins d'un an là? Comme on a dit, alors on a migré aujourd'hui 500 les bases de données. Alors on s'est posé des questions parce qu'on ne pouvait pas appréhender le cloud Oracle. En fait, on s'en est rendu compte peut-être après, comme on pouvait appréhender les autres fournisseurs de cloud, puisque les autres fournisseurs de cloud, on monte une VM, on monte une instance plutôt, on va dire, on monte une instance, on met ses produits, et puis on s'est rendu compte que quand même la base de données c'était quand même un sujet. On l'a déjà, on le connaît déjà sur les on-premise. Hein, mais encore plus dans le code parce qu'il faut s'adapter. Sur les 170 bases qu'on a migrées, la plupart, ça a bien fonctionné, en colocalisé, on n'a pas eu de soucis. On a eu aussi on a essuyé quelques plâtres parce qu'on a quand même amené, comme on l'a vu par rapport à ce que représente Carrefour en termes de taille, de données et autres, on a amené des applications qui arrivaient à la limite de la standardisation du cloud. C'est un peu ce qu'on évoquait sur le pass, c'est qu'à un moment donné, vous êtes obligé, cloud provider, de mettre des couches de gestion de vos infrastructures qui, à un moment donné, viennent bloquer le déploiement de certains workloads parce que on a poussé au maximum nos infrastructures physiques. Bon, là, on parle d'un cas d'un Exadata, mais comme je le dis, hein, c'est des grosses applications. On avait poussé au maximum le setup de nos infrastructures physiques et on se rend compte quand on arrivait dans le cloud avec les nouvelles versions d'Exadata et autres, ça a été plus complexe. On a eu des difficultés à migrer par rapport on dirait, à la puissance, à la répartition, la façon dont on répartissait nos workloads sur le on-premise versus ce qu'on peut faire ou pas sur le cloud. Donc, on a quand même atteint certaines limites. On vous a challengé et vous avez répondu. On a eu pas mal de développements qui ont été faits, mais on a eu aussi des périodes un peu plus compliquées quand on a commencé à ramener des workloads qui étaient un peu plus lourds. Mais sur l'ensemble, autrement, ça a fonctionné. On a consolidé à un moment donné, on en parlera après. On a des questions sur la consolidation. Parce qu'au départ, on a consommé un peu comme on voulait consommer, comme on consommait dans notre provider. On avait un principe dans le vPod qui était de dire c'est une application, c'est un environnement. Donc un environnement, c'est une base de données. On se rend compte que dans le cloud Oracle, c'est peut-être pas la façon dont on va travailler. Donc on s'est interrogé sur la façon dont on pouvait regrouper nos bases de données et mutualiser quelque part, alors qu'on était parti dans le cloud dans l'état d'esprit inverse. Donc on a appris à utiliser le cloud Oracle et à optimiser, comme je dis toujours avec le FinOps, hein, optimiser nos coûts. Donc on a fait de la consolidation sur l'Exadata parce que on s'est rendu compte que économiquement, par rapport à tout ce qu'on avait pu mettre en place, c'était peut-être la bonne solution, mis à part d'offrir à nos clients donc une qualité en termes de stabilité et de puissance. On a aussi commencé à mutualiser donc une partie d'un data center. On a bougé des applications d'un data center, on a bougé des applications au data center. Dans la deuxième étape, après l'analyse, on a décidé sur ces data centers de consolider sur des Exadata. Et là, on n'a pas eu de problématique, on a pu déployer nos applications en colocalisé. Ouais. Je fais une parenthèse là-dessus parce qu'effectivement, nous, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus chez nos clients. C'est vrai que par habitude, dans le Move to Cloud, comme tu le dis, on fonctionne plutôt par environnement, par VM. Et que nous, on offre une possibilité qui est de faire comme ça, ou effectivement de faire de manière beaucoup plus consolidée sur notamment les machines Exadata. Et c'est vrai que ça permet de consommer moins de ressources. Donc c'est intéressant d'un point de vue financier. C'est aussi intéressant, je fais le lien avec la conférence d'avant sur l'empreinte carbone finalement à la fin, puisque si vous consommez moins de puissance, il y a aussi moins d'impact carbone qui est généré. Et donc c'est vrai, ça, c'est quelque chose qu'on a appris ensemble finalement au fil du temps et où on a un peu changé
de manière de faire au milieu du parcours jusque-là, en tout cas. D'un point de vue compétences, chez Carrefour, ce Move to Cloud, il a eu quel impact en fait en termes de reskilling, en termes d'organisation, pour accompagner cette transformation-là? On a utilisé, en fait, on avait des DBA, hein, on les a fait monter en puissance sur la partie cloud. Après, on a une équipe qui est dédiée au but du cloud, hein, donc qui comporte aussi des DBA, mais après, ça a été plus sur, justement, comme on était en colocalisé, qu'on a migré une partie des workloads d'un côté et des bases de l'autre, ça a été, comment fonctionne vraiment la migration des bases. On a utilisé, alors, sur certaines grosses bases, on a migré des bases qui étaient volumineuses, hein. On avait certaines limites en réseau entre les data centers et la zone colocalisée, hein, de façon globale. Donc, on a utilisé dans nos migrations des outils comme Golden Gate, parce qu'on a été amené à devoir en fait transférer des backups et puis après restauration, faire remonter les incrémentales un par un pour avoir une synchronisation de base. Donc il y a des complexités sur les bases données par rapport au volume qu'on n'a pas toujours chez les autres cloud providers. Donc ça, on les a réglés avec les outils fournis par Oracle, hein, comme j'ai Golden Gate et ZDM, et Zero Downtime Migration, qui nous ont permis de migrer des volumes assez importants, dont ce que j'évoquais tout à l'heure, là, cette grosse application pour l'amener dans le cloud. Donc autrement, on avait déjà des compétences en interne, donc on n'a pas dû staffer. Par contre, on a dû faire monter en compétences avec votre aide les personnes qui étaient dans les équipes de migration. Ok. Si on regarde un petit peu ce qui reste à faire là, parce que donc avec nous, en tout cas, le chemin il est enclenché depuis novembre 2020. Qu'est-ce que tu vois sur la suite? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce Move to Cloud? Ben, c'est un peu ce qu'on a évoqué, parce qu'on a déposé un VPod, hein, j'ai oublié de le préciser, chez Oracle aussi, on a construit un VPod pour sécuriser nos bases dans OCI. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est mettre du FinOps Oracle, donc voir comment, comme je l'expliquais tout à l'heure, on peut optimiser nos coûts, arrêter les environnements qui ne sont pas utilisés, la consolidation versus la segmentation, ce que j'ai évoqué. Comment, dans un deuxième temps, les VM qu'on a pu créer lors de la première migration, comment on pourrait les consolider en même temps et éviter cette segmentation. Donc ça va un peu avec le FinOps, hein. Travailler sur le monitoring. Alors donc là aujourd'hui, évidemment, nos bases elles sont monitorées, supervisées, mais il y a des outils qui sont fournis dans le Cloud Oracle, donc voir comment, dans un premier niveau, ces outils peuvent être utilisés sur nos bases. Aujourd'hui, on utilise l'outil d'Oracle Enterprise, mais il y a d'autres outils maintenant qui sont fournis dans le cloud, c'est intéressant. On a évidemment déjà déployé pas mal de dashboards qui nous permettent de faire une analyse des coûts. Et la question d'après, c'est Autonomous, en fait, j'ai mis un point d'interrogation, parce que la deuxième étape, ça serait d'aller vers cette offre. Aujourd'hui, ce qui nous a bloqué, c'est que comme on a fait une migration un peu rapide, on n'a pas pris le temps de migrer tout vers des versions supportées par Autonomous, que Autonomous supporte à partir de la version 19 et quelques, je ne sais plus exactement. Peut-être Mathieu pourra le dire. Donc, on a un travail de... Oui. Non, c'est ça, c'est 19, effectivement. Voilà. Et donc, on a un travail maintenant de transformation et de montée de version de nos bases pour aller peut-être vers une offre Autonomous, donc entièrement managée, quand ce sera possible. Et là, il y a un gros travail justement de consolidation, de montée de version de nos bases, de MCO pour aller vers cette offre-là. Ouais, juste peut-être pour expliquer pour tout le monde, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas le cloud Oracle. Comme le disait Eric tout à l'heure, il y a deux niveaux en fait d'offres PaaS qui existent. Il y a un niveau qu'utilise Carrefour aujourd'hui et qui reste ouvert et qui reste configurable en fait, donc qui est managé mais qui est configurable. Et il y a le niveau de service PaaS qui s'appelle Autonomous, qui là est un service PaaS complet. Qui va s'auto-patcher, s'auto-sécuriser, s'auto-tuner, etc. Mais qui du coup est un peu plus fermé et donc
toutes les applications ne peuvent pas forcément se le permettre aujourd'hui. Donc, il faut regarder la compatibilité en termes de version, mais aussi en termes de support de l'applicatif qu'il peut y avoir au-dessus. Ok, mais écoute, merci pour ce... Moi, si je vais dire un mot de la fin, l'important, c'est dans cette migration, c'est, comme j'ai expliqué, le co-localisé qui nous a permis de migrer nos workloads. Je pense que si on n'avait pas eu ce panel d'offres des différents cloud providers, ça aurait peut-être été plus compliqué à faire que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc, l'espace colocalisé nous a bien aidé, plus tous les services. Donc, ça, c'est un élément important à prendre en compte quand on part dans une migration. Et comme j'ai dit, aussi les éléments réseau. Et comment on va faire quand on va déplacer nos applications, parce qu'on ne peut pas tout déplacer d'un coup, comment on va continuer à faire communiquer ce qu'on met dans le cloud versus ce qui reste dans le legacy de façon simple. Ouais. D'ailleurs, sur l'aspect colocalisé, nous, on a souvent des questions de clients sur la latence. Donc, tout à l'heure, tu as donné quelques éléments. Et sur le type d'applications qui peuvent se le permettre. L'autre question qu'on a souvent, c'est le management en multi-cloud. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des contraintes aujourd'hui par rapport à ça, ou si c'est une réflexion pour demain sur la manière de manager des déploiements en colocalisé. On parle de déploiement ou de modèle opérationnel? De run, plutôt de run. De run, en fait. Bon, nous, on a un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle Logem, hein, qui récupère un peu les logs de tous nos CSP pour les consolider dans ce qu'on connaît aujourd'hui, Kibana, Grafana et autres produits qui permettent de faire des dashboards. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise l'outil du cloud provider pour aller chercher les logs parce que ça nous évite d'aller mettre peut-être des agents un peu sur toutes les machines. Et après, ce produit Logem récupère les logs sur les différentes solutions du cloud provider pour consolider ça dans un outil qui nous permet d'avoir une vision complète en fait de l'activité, bien qu'elle soit dispersée sur différents cloud providers. Donc, on arrive à faire de la corrélation à travers cet outil-là. Donc oui, il faut avoir, après, si on n'a pas cet outil qui permet de faire ça, c'est vrai qu'après, il faut aller sur chaque cloud provider, aller dans l'outil, récupérer les logs, après faire la corrélation, ce serait compliqué. Donc nous, on a mis un outil qui est au-dessus de ça, qui nous récupère les logs et qui permet de faire la corrélation des événements. Ce qui ne nous empêche pas d'utiliser après, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour Oracle, les outils des cloud providers pour un premier niveau, pour aller analyser de façon spécifique un comportement sur un cloud provider. Donc, on a les outils des cloud providers plus un outil de consolidation qui nous permet de faire la corrélation. C'est comme ça qu'on a... Et on a des équipes transverses donc, qui ont des compétences sur les différents clouds, dont l'équipe, comme j'expliquais, l'équipe des clouds, mais pas que, et qui ont des compétences plurielles pour aller adresser chaque plateforme techniquement. Ok, ben on peut peut-être passer à la session questions-réponses du coup. Oui. On avait dit qu'on dressait un peu un panorama un peu large là sur les 3 premiers quarts d'heure. Je ne sais pas si tu vois les questions du coup, Eric, là j'en vois une. Dis-moi, parce que je ne les vois pas, je ne sais pas okay. où. Dis-moi. Quel est l'effort d'intégrer un second cloud provider? Nous, l'effort, ça a été d'adapter nos VPOD, hein, puisque en fait, les providers sont pas identiques. Nous, on utilise aujourd'hui, en termes de produits, Terraform Ansible hein, pour nos déploiements. Donc, il y a eu des efforts d'adaptation de notre outil VPOD. Et après, c'est de la formation. La formation, ça par contre, oui, on a fait beaucoup de formations, que ce soit sur le GCP, que ce soit sur les autres cloud providers. On s'est fait accompagner par Oracle, avec différents programmes pour pouvoir monter en compétences aussi. Donc oui, il y a un effort de formation qui est important sur les équipes. Après, donc ça, on va dire, c'est sur la partie gestion de la couche mise à disposition. Après, pour les équipes développement, ça a été mis à part la partie, on va dire, appel de VM avec les API du cloud provider. Pour les développements, ça a été un peu plus transparent, puisqu'on avait mis en face la couche qui permettait de
d'abstraire un peu cette complexité due aux différentes plateformes. Donc le vPod permettait ça, de faire une abstraction. Et donc pour les devs, pour eux, ils sont restés un peu... c'était moins impactant que pour les gens qui géraient, on va dire, la couche infrastructure intermédiaire. Ok. Est-ce que la trajectoire démarche Move to Cloud présentée correspond à l'assessment réalisé? C'est une vraie question aussi, ça. C'est vrai que souvent on nous demande. Pour l'instant, je dirais que oui, on est dans ce qu'on avait comme objectif. On a eu des dérapages, mais qu'on a pu rattraper grâce au FinOps. On ne va pas dire que tout était rose, hein. On a essuyé les plâtres, mais on a su, grâce au FinOps, réaligner nos objectifs avec ce qu'on avait mis au départ. On a des échéances qui sont réelles, puisque là, le move to cloud qu'on fait actuellement, on a une échéance par rapport au data center sur lequel on travaille, qui est la date de fin de contrat. Donc après, ça, c'est le coût versus le coût qu'on avait imaginé versus ce qui est à la sortie. Mais pour l'instant, on a su gérer ça de façon assez fine, comme j'ai dit, avec le FinOps. Donc on a des augmentations de consommation cloud, mais qu'on arrive à absorber grâce à toute cette panoplie d'outils qui permettent de réduire les coûts. D'accord. D'ailleurs, tu aurais des grands conseils peut-être à donner sur ce genre de move avec le recul que vous avez aujourd'hui? Des grands conseils. Peut-être anticiper, ouais, c'est ça. C'est ce que j'essaye de dire, des grands conseils. Qu'est-ce qu'on a peut-être de prendre le temps peut-être d'analyser un peu, d'analyser les offres. Comme j'ai dit, on a fait du FinOps, mais à posteriori, peut-être le mettre en amont pour la façon dont on va déployer, parce que le FinOps a obligé à faire pas mal de modifications derrière. Donc que dès le départ, on mette en place du FinOps pour optimiser dès le départ la façon dont on déploie dans le cloud. Parce que autrement, au départ, on a tendance à s'étaler beaucoup. Et après, pour faire revenir dans les bons chemins, c'est compliqué des fois. Ouais. Donc c'est vraiment mettre une gouvernance au-dessus de tout ça, parce que comme j'ai dit, le cloud c'est facile, on met une VM, 2 VM, 3 VM, il suffit de cliquer sur un bouton et on voit vite que ça peut vite s'enflammer. Donc voilà, le conseil c'est d'encadrer le move vers le cloud. Il y a quelqu'un qui dit Cloud is not magic, ça, on est d'accord. Ah. Une autre question, en combien de temps avez-vous affiché un ROI versus les dépenses sur les infrasources? Dès le premier move, en fait. Entre le move, comme je disais, du premier data center, quand on a bougé Carrefour FR et du cloud privé, on a de suite eu un ROI. Ça a été immédiat. Je ne donnerai pas le montant, mais ça a été constaté. Ça a été immédiat sur ça. Sur les applications qu'on bouge aujourd'hui, on le mesure aussi. Mais voilà, dès le départ, le déplacement d'un data center, parce qu'on était sur les data centers qui étaient infogérés. Donc quand on enlève déjà la couche d'infogérance, même si on la paye au niveau du cloud, et qu'on met un peu d'agilité dans les livraisons, hein. Quand les livraisons se font à SCOD versus quand on doit mobiliser plusieurs personnes, les coûts sont immédiats. Donc la combinaison d'une infrastructure managée, banalisée avec de l'infrastructure à SCOD, on a des effets d'économie immédiats. Ils ne sont pas que sur l'hébergement, hein. Comme j'ai expliqué, ils ne sont pas que sur l'hébergement, justement. De façon globale, l'organisation en mode agile, à SCOD et qu'ils appuient sur le cloud, ça génère des économies. Bon, c'est vrai que nous, plus spécifiquement concernant le volet Oracle,
on voit que de passer de contrats type on-premise vers des contrats cloud génère des économies immédiates en fait. Donc, Ah, ben ça aussi, c'est important. Ça j'ai dit, il n'y a pas que le cloud, il y a tout le contexte autour qui joue. C'est vrai que de passer, de changer de mode contractuel, c'est l'économie est immédiate aussi, on va dire. On a quelqu'un qui demande sur combien de temps s'est étalée la phase de build, la construction du run, du monitoring, etc. Alors, je pense que la question n'est pas forcément simple parce qu'il y a eu différents programmes, Oui. mais je ne sais pas ce que tu peux répondre là-dessus. Les phases de POC aussi, Mhm. d'ailleurs, c'est la même personne qui. Mais la phase de POC, ça a été, comme je dis sur le cloud privé, on va dire, c'était un peu notre POC. Ça durait à peu près, comme je l'ai marqué dans cela, j'ai remonté. Ça a dû durer un an et demi, je pense, pour créer tous les outils nécessaires. Hein. Donc c'est ça, c'est un an et demi. Euh, Après, on a des programmes d'un an. Hein, là, on a à chaque fois les échéances. Donc, euh, comment, comment, comment répondre à la question? C'est un peu. Voilà, nous on a des programmes annuels. Comme j'ai dit, on a migré un data center, un cloud privé sur une année. On a migré des applications d'un autre data center sur une autre année. Là, on est en train de vider deux data centers sur une autre année. Donc c'est étape par étape avec des jalons par an. Donc c'est c'est comme ça qu'on gère aujourd'hui. On sait déjà l'année prochaine ce qu'on aura à faire en termes de move d'application. Ce Donc que ça je a peux peut-être été dire ouais, là-dessus, parce que ouais, je vois la différence en fait entre ce que vous faites et ce que peuvent faire d'autres clients. C'est vrai que Carrefour est dans un mode très industriel en fait, où on bascule des grappes d'applications quasiment en même temps et c'est effectivement prévu à l'avance. Là où sur d'autres clients, on va voir plutôt une bascule d'une application et de son écosystème et puis de manière séquentielle en fait la bascule de différentes applications à la suite de l'autre et ça dépend beaucoup finalement de la taille de l'application. Si c'est un ERP, ce ne sera pas pareil que si c'est une application un peu satellite. Mais c'est vrai que vous gérez ça de manière beaucoup plus programmatique, on va dire. ouais, oui. C'est un peu, c'est exactement, c'est on a des objectifs qui sont liés soit à des dates d'échéance de contrat ou autres, et donc sur une année, on, on, on a notre cible et on s'attelle à l'obtenir, à y arriver. Donc c'est comme tu le dis, c'est par grappe. Donc c'est pas sur une application, c'est plutôt comme c'était évoqué, je crois tout à l'heure, on est plutôt sur la cible de dire on va prendre un hébergement legacy aujourd'hui et la mission c'est de le migrer dans l'année. Voilà. Alors est-ce qu'on va tout migrer ou pas? Dans ce cas-là, on identifie ce qu'on veut migrer, hein, parce on se met des objectifs et on s'attelle à les tenir, tout simplement, mais c'est plus comme ça qu'on fonctionne qu'une application. Mm. Après, on a des modes SaaS aussi, donc c'est vrai que ces grosses applications, on parlait de RP, c'est des choses qu'on envisage plutôt dans le mode SaaS. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles tu n'aurais pas répondu. J'en vois une nouvelle qui arrive. Avez-vous estimé les coûts de sortie de ces clouds publics avant de franchir le pas? Entre parenthèses, formation en autre provider, coût de sortie des data, etc. Si jamais vos providers ne vous conviennent plus. Euh, on s'est posé la question, parce il parlait des coûts de sortie, donc on parle des coûts d'égresse, hein, parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, on a mis aujourd'hui notre big data, donc on parlait de 800 teraoctets chez GCP. Si demain on voulait sortir de Google, on sait très bien qu'il y aura un impact, un coût important par rapport au coût d'igresse. Aujourd'hui, on a ça en tête. On sait que si un jour on devait se fâcher avec un cloud provider, ben, ce ne sera pas naturel, parce que comme j'ai expliqué, par exemple, tous nos scripts de déploiement seraient à refaire, puisqu'on changerait de cloud provider. On a tous ces coûts d'igresse aussi, oui, qui sont importants.
Mais on l'a en tête, mais pour l'instant, c'est pas la préoccupation première. Aujourd'hui, c'est d'accélérer encore, comme je dis, de plus en plus notre move vers le cloud. Après, oui, c'est un élément qui peut être pris en compte en disant, si demain je me fâche avec mon cloud provider, c'est quoi l'impact de migrer tout ce que j'ai un autre cloud provider. Avec en plus, des fois, des problèmes de licensing et autres, parce que, comme on le disait tout à l'heure, avec Oracle, en plus, en allant dans le cloud, ben, toutes les problématiques qu'on peut avoir de compliance, de licensing, tout ça, c'est des choses qu'on oublie, puisque les licences sont fournies avec les machines. Donc, par contre, on sait que si on devait se fâcher, je ne vais pas dire me fâcher avec Oracle, mais bon, prenons cet exemple, parce qu'il est là en plus, et qu'on voulait bouger nos bases Oracle ailleurs, on sait qu'il y a des plateformes, on ne pourrait pas les installer aujourd'hui. Quelque part, le choix d'Oracle est lié aussi au mode de fonctionnement global des différents hébergeurs. On a des plateformes pour les mettre, d'autres on ne pourrait pas les bouger. On a d'autres services aussi, on va parler d'Azure comme ça. On a des modes de licensing Azure aussi, on utilise des produits Microsoft, qui fait que si on devait bouger certains modules qu'on a mis aujourd'hui chez Azure, les mettre ailleurs, ça serait plus compliqué en termes de licensing, puisque c'est pareil, on a des verrouillages en termes de licence qui font que on doit aussi travailler avec ces contraintes-là. Ouais. Juste une parenthèse sur ce que tu dis, pour que ce soit clair pour tout le monde. Effectivement, tous les cloud providers ne sont pas certifiés pour héberger de la base de données Oracle. En l'occurrence, en dehors d'Oracle, c'est AWS et Azure qui le sont en mode IaaS. Donc, c'est toujours possible d'aller vers Azure. Chez Carrefour, on ne veut pas aller vers AWS et on peut le comprendre. Mais bon, c'est vrai que du coup, ça limite un petit peu les choix. Par contre, nous, de notre côté, il n'y a pas de coût digress en fait pour sortir. Donc, vous pouvez sortir les datas sans surcoût pour aller ailleurs. Quoi. Voilà, mais déjà d'être présent, on va dire, de travailler avec les trois plateformes, ça nous permet quand même une certaine élasticité, en fait, on va dire, hein, parce qu'on a quand même, donc du coup, on a quand même tous des contextes, on expliqué VPod, réseau, qui sont présents, donc on pourrait basculer plus facilement, on va dire, nos workloads, nonobstant le fait de modifier tous nos scripts. Ça serait plus facile puisqu'on est déjà présent. En fait. Donc, on est présent, on a des relations contractuelles, comme je l'ai expliqué, on a des infrastructures déposées, on a du réseau. Si on prend, prenons le cas d'un conteneur, si je voulais déplacer un conteneur de GCP sur Azure ou l'inverse ou chez Oracle, ça serait pas le plus compliqué. Voilà. Après, quand on parle sur des infrastructures IaaS, quand on parle d'un GCVE, quand on parle de choses comme ça, oui, là, ça devient compliqué. Mais par exemple, un conteneur ou une fonction, aujourd'hui, je suis capable de la déplacer via mon réseau d'un cloud provider à l'autre sans trop de difficultés. Donc, quand on oui. Ouais, peut-être dernière question, parce qu'il est 15h30, même s'il y a déjà une partie de la réponse dans le chat. Pourquoi pas AWS chez Carrefour ? Je pense que c'est la question que. Pourquoi pas AWS ? Je pense qu'à un moment donné, quand Carrefour et Google se sont rapprochés, par rapport aux objectifs qu'on avait à ce moment-là et le partenariat qu'on voulait lier, Google, il a dû sembler, après ça s'est négocié au niveau groupe, hein, honnêtement je ne sais pas, mais il a dû sembler aux gens qui ont pris ces décisions que l'offre de Google était en adéquation avec ce qu'on pouvait attendre du cloud en général. Et le partenariat nous intéressait avec Google qui était aussi engagé surtout sur la partie, comme j'expliquais tout à l'heure, data et exploitation des data, et nous aider à améliorer l'expérience client. Donc c'était un choix. Je pense qu'il y a une adéquation entre un feeling qui est passé entre les deux compagnies qui ont fait qu'on a fait ce choix-là. Mais aujourd'hui, on ne regrette pas et tout se passe très bien. Ok. Alors peut-être dernière question après c'est Denis, parce qu'elle est intéressante. Ouais. Même si j'ai une partie de la réponse aussi. Pourquoi pas de bare metal chez Google pour déplacer de l'Oracle ? Mais on l'a fait. On a tous essayé. On a mis du bare metal aussi. On a essayé du bare metal. Après le bare metal, dans ce cas-là, il faut consolider. Il faut beaucoup consolider parce que
si on consomme 2-3 OCPI sur du bare metal, ça n'a pas de sens. Donc il faut consolider. Alors soit on peut mettre du bare metal. Bon, nous on a choisi d'aller sur l'Exadata parce qu'on a su bien discuter avec Oracle là-dessus, on va dire. Mais oui, on a essayé. Comme ça, j'ai dit que maintenant on est dans une phase de FinOps consolidation parce qu'au départ, c'est vrai qu'on s'est cherché un peu. Donc on a monté de la VM en passe. Après on s'est dit on va peut-être consolider sur certaines BU. Donc on a mis du bare metal. Après on a décidé d'aller migrer nos Exadata physiques. On a eu une discussion avec Oracle et puis on s'est rendu compte que peut-être l'Exadata aussi ça pouvait être un. C'est vrai qu'on a tâtonné un peu. On a un peu tout essayé. Mais après, gérer du bare metal, ça veut dire qu'il faut gérer son OS, il faut gérer plein de choses. On remet un peu une complexité qu'on voudrait éviter dans la gestion de ce qu'on fait. Mais tout est envisageable. Hein. Nous, on part plutôt sur du manager. On veut pas, on n'aime pas quoi. On n'aimerait pas repartir dans un bare metal vierge et puis aller déployer nos solutions dessus. Ouais. Bon, là, tu parles du bare metal Oracle. La question était sur le bare metal Google. Bon, c'est pas possible pour différentes raisons, mais bon, on aura des équipes et je sais que tu es là aussi ce soir à l'apéro. Donc voilà, si vous souhaitez échanger avec nous, nos équipes, n'hésitez pas. Merci beaucoup, messieurs. C'était très intéressant. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, donc c'est top. Et comme vous venez de le dire, vous pouvez retrouver Eric et Mathieu à l'apéro ce soir. En attendant, je vous propose de vous diriger vers ou l'espace 2 pour continuer la discussion si vous le souhaitez. Et sinon, on reprend en salle 3 à 15h45 avec Xavier Pestel et son sujet « Rendre votre infrastructure multi-cloud et data center agnostique avec Kubernetes ». Voilà, à tout à l'heure. Merci. Merci Eric, merci Emma. Merci. Merci à vous deux.